Et je vais dire bonjour à tout le monde. Voilà. Donc, on est heureux, mesdames, messieurs, on est heureux de vous accueillir nombreux dans ce rendez-vous mensuel. Et donc, je vais, donc, après avoir salué tout le monde, rappeler ce qu'il est très précisément. Nous avons fait un choix de méthode pour rendre ce rendez-vous utile. Donc, on va afficher maintenant un peu le rappel en une seconde. C'est pour vous dire que je ne vous propose pas, nous, écoleurs, nous ne vous proposons pas une revue de presse exhaustive. Ce n'est pas l'exercice, vous le faites celui-là. Non, c'est d'aller chercher dans les tendances en cours, celles qui nous paraissent significatives, lourdes et qui méritent un commentaire, un approfondissement, et de le relier aussi aux travaux d'acteurs, acteurs entreprises, et acteurs, associations, organisations, pour suivre le mouvement aujourd'hui qui est en cours, et essayer de le décoder pour les professionnels qui ont besoin d'avoir un œil aguerri. Voilà, donc on travaille de cette façon-là. Donc je remercie particulièrement cette fois-ci nos experts invités, puisqu'on va essayer de mettre le focus sur le texte de vigilance qui suscite une grande vigilance de la part de tous les acteurs aujourd'hui, avec Bettina Grabmer, qui est la directrice institutionnelle d'Ecovadis et qui, de Bruxelles, fait un travail de suivi de ces textes très lourds. Un commentaire du point de vue des entreprises engagées, que sont les entreprises pour les droits de l'homme. C'est Charlotte Michon, la déléguée générale de EDH, qui va nous donner son point de vue, puisqu'il y a aujourd'hui des positions diverses, pour ne pas dire contradictoires parfois dans le monde, dans la communauté des entreprises. Et puis, nous aurons un exemple de pratique spécifique par une entreprise de taille moyenne internationale très engagée sur les sujets, à travers l'exemple d'Edenred, qui viendra un peu compléter le regard. Et je remercie Victor Genin de se livrer un peu à cette présentation qu'on souhaite toujours objective et franche pour participer d'une réflexion commune. J'engage donc l'exposé sur un petit quart d'heure de synthèse de ce qu'on a pu garder du mois passé, de ce qui se passe en ce moment. Alors, le focus aujourd'hui, il est évidemment le contexte macroéconomique qui bouscule un peu à la sortie de la Covid, on va dire au moins dans les pays développés, un peu partout quand même, qui bouscule un peu la reprise et une reprise qui est marquée par une situation que beaucoup d'auteurs, d'experts et d'économistes considèrent comme beaucoup plus prémonitoire qu'on ne le croit, parce que c'est une situation de rareté, d'une rareté de l'offre, face à une demande qui tout d'un coup pousse de façon inattendue. Donc, on a un effet prix aujourd'hui sur l'énergie qui, paradoxalement, on valorise le charbon. On a une tonne qui est remontée à 60 euros, c'est un peu embêtant. Bon, un peu contradictoire, sachant que tout le monde sait que sur le charbon, on cherche non pas à s'en débarrasser, mais il y a une réflexion qui est très, très importante, qui est comment on va monter les sociétés de défaisance là-dessus. Et donc, s'il est trop cher, le financement va être problématique. Et tous les États, enfin les États en Europe, montent des systèmes d'aide compensatoires là-dessus. Et évidemment, il y a une contradiction qui est au cœur de cette durabilité, c'est on continue d'encourager à utiliser le carboné et le fossile parce qu'il est vital et c'est pas vraiment ce qu'il faut faire et en même temps on sait pas faire sans. Donc on est pris un peu à notre piège qui a toujours été celui de la taxe carbone, hein, qui veut ralentir mais en même temps créer des tensions sociales. Et ça, c'est la problématique de politique publique la plus lourde qu'il va falloir essayer de gérer, non sans impliquer les personnes. Donc, j'insiste dessus, ça, c'est une tendance très lourde pour les périodes qui viennent. On a un effet de rareté sur la main-d'œuvre, on le voit aussi. Du coup, augmentation des salaires, c'est plutôt le bon côté des choses pour les emplois qui le méritent aujourd'hui. Mais un ralentissement aussi dans les transports avec ce problème-là aussi de tension sur les containers et autres capacités de transport. La Chine, étonnamment, après avoir fermé les ports, réouvre et fait un effort très important là-dessus. Ça reste le pays clé, hein. Donc, dans ce
ce contexte-là, on a eu le rapport annuel, donc l'Outlook de l'AIE, de l'Agence internationale de l'énergie, qui nous livre, comme chaque année, hein, un éclairage qu'il faut lire parce que tout est bien synthétisé et les nuances sont très éclairantes. Attention, attention, il n'y a pas encore assez d'investissement dans le renouvelable et il y a trop d'investissement encore dans le fossile. Donc, ce rapport, de ce point de vue-là, est vraiment de la part du directeur de Birol, une sonnette d'alarme qui est importante. À noter, rajouter à ce point de l'Agence internationale de l'énergie, qui fait de plus en plus consensus. Hein. Aujourd'hui, c'est intéressant. Elle a été très contestée par les ONG ces dernières années, qui considéraient qu'elle n'allait pas assez loin. Aujourd'hui, je pense qu'elle garde un bon équilibre dans les positions de mutation. Attention, on signale aussi beaucoup de la part des scientifiques une inquiétude sur les questions de couche d'ozone. Bon, on y reviendra sûrement. La question de la sécurité alimentaire qui est en train de se dégrader avec une baisse des rendements qui est liée probablement et de qualité nutritive, notamment sur les céréales, qui est probablement liée aussi à des phénomènes de réchauffement, aussi de rareté de l'eau et autres phénomènes naturels ou climatiques. Et ça aussi, beaucoup considèrent que c'est assez prémonitoire. Donc, il va falloir accentuer sur les stratégies de non-gaspillage à la production notamment et à la distribution. Et on note aussi quand même dans une étude très intéressante du BCG sur la mesure du carbone que quand même, de façon très générale, moins de 10%, 9% des entreprises sont aujourd'hui en état de rapporter sur Scope 1, Scope 2, à peine Scope 3, et que ça reste encore des mesures très grosse maille, et que là, il y a un vrai problème. Je pense que le dossier de Bettina nous dira un mot peut-être, le dossier de Bruxelles et de tout ce qui se fait, il doit être d'accélérer la standardisation sur la mesure de carbone. Ça ne peut plus durer tel quel, on s'en aperçoit. Voilà, un secteur qui tire son épingle du jeu en ce moment, qui est en plein boom, c'est le recyclage, et pour cause, ça c'est la bonne chose. Donc, parallèlement à ce contexte-là, on a vécu donc cet accord historique de l'OCDE sur la taxation minimale, les 15% dans chaque pays pour les activités implantées. Donc, ce qui est très intéressant dans cet accord, c'est qu'il a été obtenu de la part de l'Irlande notamment et d'autres pays qui étaient un peu braqués, Hongrie et autres, qui voyaient leurs recettes pouvant baisser, c'est qu'on leur a attribué cette fameuse taxation au-delà des 150 millions des super profits sur une clé de redistribution de 25%. Et donc, on a trouvé l'accord là-dessus. Ce qui veut dire que les mécanismes de péréquation au plan international peuvent fonctionner. C'est vraiment la lumière dans le tunnel, cet accord. Les États-Unis ont été à la manœuvre avec l'Europe et c'est une très bonne nouvelle. Alors, aux États-Unis, toujours le grand rebond sur les affaires Facebook avec la convocation au Parlement de cette lanceuse d'alerte, Mme Hogan. Je crois qu'il y a un consensus qui monte, qui va être là aussi historique, c'est de dire attention, soit sur le plan de la concentration, sur le plan des normes éthiques, il va falloir que les GAFA rentrent dans un cadre qui est en train de se préparer aux États-Unis. En France, à noter que la loi Egalim 2, elle est très importante puisque la première n'avait pas marqué les résultats attendus pour les producteurs agricoles, à tort ou à raison. Bon, pour en discuter sur les méthodes des uns et des autres, et bien, on est en train de se diriger vers une sorte quelque chose qui va probablement arriver sur l'énergie comme sur les prix agricoles, c'est les blocages, c'est les prix de seuil, c'est une régulation des prix. Donc là, on tourne une page libérale très importante. On revient sur les mécanismes de liberté des prix. Ça risque d'être un phénomène qui peut faire jurisprudence ici et là, en attendant de voir comment il s'appliquera. Sur ces tendances macro, si on approfondit un tout petit peu le zoom, ce qui est très intéressant, c'est que la déclaration de Kunming, totalement drivée par les Chinois, donc là, vous savez, c'était la pré-conférence à distance qui précède celle qui va avoir lieu l'année prochaine en présentiel, c'est un succès de la diplomatie chinoise incontestable sur la question climatique et biodiversité en l'occurrence. Les Chinois ont réussi. 17 préconisations, moins précises, mais
le cadre mondial de gestion qui va prendre le relais de la CDB, de Nagoya, tout ça est en train de s'installer, c'est bien. Probablement consensus sur la protection de 30% des aires de cette planète qui doivent rentrer dans une périmètre protégé. Et puis, le fonds, là, il n'est pas très ambitieux. Les Chinois ont mis un peu d'argent, mais c'est 250 millions de dollars. Là, on ne va pas très loin là-dessus. Mais le dossier ne s'est pas arrêté, ne s'est pas cassé la figure. Et ça, c'est quand même important. Parallèlement, vous avez vu que la Commission des Nations Unies, on y reviendra, donc la Commission sur les droits de l'homme, a fait pour la première fois un lien entre environnement et human rights. Et donc, préserver les droits humains, c'est aussi assurer un environnement qui va permettre aux gens de vivre là où ils sont. La stratégie sur le méthane est en train de se prendre un peu d'importance aussi, on l'avait déjà vu, mais aujourd'hui, c'est le Parlement européen qui a accru, et c'est vrai que si on arrive à encadrer un peu les émissions liées au méthane, qui sont plus spécifiques, c'est très important. Sur la COP alors c'est pas la COP 21, c'est la 26, pardon, sur la COP 26 qui va arriver, les phénomènes de compensation sont à noter dans le collimateur. Hein. Il n'est pas dit qu'on ne les encadre pas pour que ça ne devienne pas un mécanisme de facilité. Il y a une crainte là-dessus. À noter côté négatif que la nouvelle coalition politique en Norvège a dit qu'elle ne renoncerait pas au pétrole et le chef de l'État russe, lui, annonce que ce n'est pas 2050 son agenda, mais ça sera 10 ans plus tard. Le cadre régulateur, parallèlement à ce contexte, avance et je vous attire votre attention sur quelques informations importantes. Alors, du côté contraignant, le régulateur américain, lui, renforce très substantiellement aujourd'hui les informations obligatoires sur les risques climatiques. Il y avait des recommandations existantes jusqu'à maintenant. Il élève le seuil. Le Haut Conseil pour le climat en France considère que l'éco-conditionnalité dans les politiques publiques doit rentrer dans la machine. C'était un débat compliqué au Parlement et là, le Conseil dit allez-y. La Commission européenne a décidé, c'est une chose à noter intéressante, que les poursuites bâillons des entreprises sont insupportables, donc il va falloir les réglementer. Poursuites bâillons, vous savez, certaines entreprises qui attaquent systématiquement les lanceurs d'alerte ou systématiquement les journalistes dès qu'il y a mise en cause. Et donc là, on considère que c'est pas admissible. Donc, il va y avoir un texte en préparation. Les Nations Unies aussi ont poussé un petit peu dans le cadre de leurs différentes instances, petit coup de gueule sur le rôle que jouaient les sociétés de sécurité privée, notamment en atteinte aux droits de l'homme dans pas mal d'endroits. Et là, vous voyez le sujet géopolitique qui se précise. Et puis, dans la loi française, j'attire votre attention, le comité social et environnemental, économique des entreprises, donc la nouvelle structure de dialogue social, maintenant est en compétences environnementales et ceci va induire beaucoup de débats internes, probablement partenariaux positifs, on l'espère. Du côté volontaire, la TCFD a publié son bilan. Allez-y, voyez, beaucoup d'adhérents, mais ça reste très flou. Hein. Et le rapport de l'AMF est intéressant aujourd'hui parce qu'il appelle quand même à un cadre beaucoup plus rigoureux dans les transparences d'entreprise sur les sujets et il demande surtout à ce qu'on arrête d'annoncer qu'on sera tous neutres en 2050, etc. Mais surtout de poser des objectifs intermédiaires qui pourront être vérifiés par les investisseurs, donc de bâtir des trajectoires. Le rapport Rocher sur la gouvernance, bon, pour en parler dans les réponses, moi je partage l'avis de beaucoup d'acteurs très déçus de ce rapport qui ne touche pas finalement à la gouvernance, mais qui est plus administratif que politique. Et on a un démarrage très important pour le futur de Science Based Target qui va s'appliquer for nature, maintenant à la biodive, et avec l'appui d'organisations générales, notamment les banques centrales, NGFS, et puis CDP. Donc ça, c'est intéressant. Le merging climat-biodiversité avance. Alors, si on continue sur aujourd'hui les initiatives qui avancent, côté entreprise, côté organisation, à noter l'initiative sur le Net Zero Banking Alliance, qui est vraiment là un concentré d'actions de grandes banques qui se disent qu'il faut aller plus vite ensemble et concerter nos efforts. Beaucoup d'Américaines, en Europe, surtout BNP Santander, mais
pas tant que ça de grandes banques européennes. Euh, la profession, le secteur du transport maritime s'était déjà bougé pas mal via l'OMI, mais maintenant via les armateurs. Et vraiment des objectifs qui ont été donnés qui sont substantiels. Bon, euh, ça ne va pas faciliter probablement les mouvements, mais il y a une prise de conscience de l'effort à faire. Côté fiscalité, je note, puisque c'est quand même le moment où les choses sont en train de basculer, c'est nouveau. On ne voyait pas ça dans les années passées. Les entreprises ne s'engageaient pas sur la fiscalité responsable. Une alliance qui a vu le jour, très tirée par KPMG. Je vous renvoie sur le travail qui a été fait, qui est dans la foulée des recommandations des sommets internationaux. Michelin, initiative à saluer, enlève les ressources fossiles utilisées pour ces pneus pour y substituer des ressources d'origine végétale, l'éthanol en l'occurrence. Secteur beauté, on en parlait avec tout à l'heure, une alliance bon, pour les mesures d'impact environnemental communes, c'est-à-dire rassurer sur les bases scientifiques qui vont aujourd'hui intervenir dans la mesure environnementale des produits cosmétiques. Ça, c'est vraiment un secteur qui se bouge beaucoup. Et la France a quand même fait un effort dans son plan d'investissement d'avenir pour intégrer 50% d'investissement sur la décarbonation. Et dernier secteur que je voudrais signaler qui a fait des choses intéressantes ces derniers temps, le côté des mines. Alors, on s'engage sur la neutralité, on va voir ce qu'il y a derrière. N'empêche que au marché de Londres, enfin le LMI, il y a une demande de signifier la transparence sur le carbone des matières échangées. Ça, c'est intéressant. Il y a un renforcement là-dessus de l'exigence de transparence. Bon, des controverses qui existent sur le secteur, évidemment. Vous avez tous vu peut-être dans les magazines, dans les journaux, les publicités assez incroyables d'Aramco. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est du greenwashing? Est-ce que c'est vraiment des investissements? Enfin, bon, je vous rappelle que c'est la première capitalisation mondiale, mais installée sur le pétrole. Et puis, quand même des controverses que je vous signale qui vont certainement avoir des conséquences. Alors, il y a celles bien connues dans le secteur agricole. Comment on va pouvoir concilier la décélération sur l'empreinte de l'élevage et autres versus les besoins de protéines bon, sur le monde agricole tout en maintenant les revenus. Ça, c'est vraiment l'équation du siècle très compliquée. Mais les médias qui s'interrogent sur la sobriété numérique, est-ce qu'il ne faut pas aller moins vite sur le numérique, trop de vidéos dans les médias, alléger, garder un peu de papier parfois qui est bien, qui est en général du papier recyclé dans les médias, bon, des questions qui se posent. Le débat qui a eu lieu sur la construction, faut arrêter la construction pavillonnaire ou pas parce que trop d'empreintes au sol et autres. Bon, ce sont des sujets qui vont faire leur chemin. Pour terminer, je vous signale des livres de fond qui sont… Alors, je commence parce que c'est le coup de cœur. Jean-Claude Carrière, qui nous a quittés, a fait un livre merveilleux, merveilleux à la Jean-Claude Carrière sur l'hymne à la vie, à l'environnement, aux efforts qu'il faut faire pour cette planète. C'est un très, très, très beau texte. Et puis, dans le registre, attention catastrophe, donc il y a la révolte par Marie Miller sur vraiment la suite de ce que pour un réveil écologique avait ouvert, c'est les étudiants n'iront pas dans les entreprises qui ne font pas des efforts importants. Ce livre fait un point précis là-dessus. Et pour la technique, ce que vient de publier l'AFNOR sur les achats responsables, c'est la Bible indispensable. Très bon travail d'accompagnement technique que je vous signale. Également, le livre L'inévitable, alors là, ça va être la Bible pour tout le monde et pour les enfants, le Jean Covici qui vient de sortir sur, en BD, les enjeux de ce monde. Les enjeux climatiques de ce monde, c'est quand l'ingénieur se fait pédagogue. Donc, c'est très, très intéressant. Vous avez dû voir, je la signale parce qu'elle mérite, dans la façon dont elle est faite, la publicité de la Banque Postale qui, sur l'ISR, où on a un problème, on ne sait pas l'expliquer, la Banque Postale, au lieu de dire on en fait, elle dit comment ça marche.
C'est très bien illustré. Et puis alors, dans le registre Bougez-vous, bougez-vous, nos amis américains, Andrew Winston et Paul Polman, ont fait un texte dans la Harvard Business Review très remarquable sur les entreprises n'en font pas assez. C'est pas vrai, on n'est pas du tout dans le trend. C'est un texte, alors un de plus, me direz-vous, mais c'est un texte quand même qui va loin. Pour information, l'état des lieux des engagements en Europe a été publié par CSR Europe avec Vigeo Eiris, qui nous fait une rétrospective tout à fait significative, notamment dans les secteurs où on voit les progrès et les non-progrès. Voilà. Donc, je voulais donc retracer un peu, vous voyez, ces tendances très lourdes, à la fois sur le contexte macro, sur les initiatives des uns et des autres, les controverses, et quand même le travail de fond qui avance, mais plus on rentre dans le sujet et plus on rentre dans le dur et dans les difficultés en articulation sociale et environnementale et gouvernance. Et là, on voit bien que le sujet est dur, dur, dur pour basculer. Donc, on va demander à nos experts invités de nous aider à éclairer cette pratique, cette mise en œuvre de tout ce qui se passe. Donc, je voudrais mettre un peu le focus sur un texte qui est préoccupant aujourd'hui, c'est la directive droit de vigilance en Europe sur la chaîne de valeur, sur laquelle il y a beaucoup d'informations contradictoires qui ont lieu, et jusqu'où on ira, est-ce que ce texte va vraiment aboutir à quelque chose? Et Bettina Grammer, directrice institutionnelle d'Ecovadis, va nous donner un petit point vu de Bruxelles. Nous l'éclairerons par la préoccupation des entreprises sur les droits de l'homme grâce à Charlotte Michon, et je laisserai ensuite Victor Genin pour Edenred nous donner une perception d'une entreprise qui est sur le front, qui avance beaucoup, très internationale, très numérique, et comment elle vit tout ceci. Donc, Bettina, vous avez la parole et je vous remercie de nous donner de Bruxelles un peu votre sentiment sur la façon dont ce texte, vous le voyez avancer, plus ou moins. Oui, merci beaucoup et un grand merci à toute l'équipe d'Ecolearn de nous avoir invités. Donc, Bettina Grabmaier, je suis en charge de la méthodologie d'évaluation et de nos relations institutionnelles chez Ecovadis. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une agence de rating ESG et on travaille avec beaucoup de grandes entreprises françaises dans la mise en œuvre de leur programme d'évaluation des fournisseurs dans le cadre de leur plan de vigilance. Donc, c'est bien sûr un dossier qu'on suit avec attention. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit état des lieux, un petit point factuel sur le calendrier, le contenu, où est-ce qu'on en est. Donc, en termes de calendrier, donc on se rappelle de l'annonce en avril 2020 du commissaire Reinders, donc à la justice, qui annonçait que la Commission européenne travaillait sur un projet de législation pour un devoir de vigilance européen, avec une consultation publique entre octobre 2020 et février 2021, qui nous donne d'ailleurs quelques indices ou quelques signaux sur les grands points clés de ce texte et ce sur quoi la Commission souhaitait interroger les parties prenantes. Entre-temps, en mars 2021, aussi un signal politique fort du Parlement européen, qui a donc adopté une résolution concernant l'adoption d'une directive. Donc, soutien du Parlement, des propositions assez claires aussi sur différents sujets. Mais on attend toujours la proposition de la directive de la part de la Commission européenne. Donc là, on a eu quelques rebondissements. Tout d'abord, cet été, avec le comité européen d'examen de la régulation qui a émis un avis négatif sur la première proposition de la Commission au motif que l'étude d'impact n'était pas assez détaillée, donc la proposition ne prenait pas assez en compte la diversité des opinions des parties prenantes. Ce qui a repoussé la proposition directive qu'on attendait pour cet été à cet automne. Elle devait sortir la semaine prochaine. Finalement, les échos qu'on a eus, c'est que ce sera plutôt pour décembre. Donc voilà, encore un peu plus de suspense sur le texte de cette proposition. Autre rebondissement intéressant, le commissaire Breton, donc Thierry Breton de la DG Grow, donc marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME, a rejoint le dossier. Ce qu'on peut interpréter comme une volonté de mieux prendre en compte les demandes, les intérêts du monde de l'entreprise, au grand regret de certaines ONG d'ailleurs.
qui dénonce une levée de bouclier de la part des entreprises. Donc, je vous invite par exemple à regarder le rapport tiré d'affaires des Amis de la Terre et de l'ECJ, qui détaille un peu plus leurs observations sur les réactions de certaines grandes entreprises ou fédérations professionnelles. Voilà, donc on attend toujours la proposition de la directive. En termes de prochaines étapes, après, il faudra bien sûr que cette proposition soit adoptée. Donc, il y aura encore la revue du Parlement européen et du Conseil, sachant que ce processus d'adoption, en moyenne, il dure à peu près 18 mois. Donc, voilà, la directive n'est pas pour tout de suite, sachant qu'il s'agit aussi d'une directive qui doit encore après être transposée en droit national. Et les États membres ont 2 ans pour transposer la directive en droit national. En France, on a déjà le devoir de vigilance. L'Allemagne aussi a récemment adopté une loi de vigilance. On a les Pays-Bas aussi qui ont un dispositif légal. Donc là, l'exercice pour ces pays, ce sera de voir s'il faut aller plus loin ou si, avec les dispositifs existants, les obligations imposées par la directive européenne sont déjà présentes en droit national. Donc ça, c'est pour le calendrier. Peut-être maintenant, en ce qui concerne le contenu, donc le texte est censé couvrir 2 sujets, à la fois la gouvernance durable. Donc ici, il s'agirait d'introduire des nouvelles obligations pour les conseils d'administration, de prendre en compte les intérêts des parties prenantes, donc une vision un peu plus long terme dans la définition de la stratégie d'entreprise. Et d'autre part aussi, donc bien sûr, le devoir de vigilance, où là, il s'agirait d'introduire des obligations pour les entreprises de mettre en place un plan de vigilance pour prévenir les atteintes environnementales et aux droits humains dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc, beaucoup de points de discussion, voire de crispation. Pour l'instant, plus de questions que de réponses, parce qu'encore une fois, on attend la proposition de la Commission européenne, qui a été repoussée plusieurs fois. Donc, par rapport à ce qui avait initialement été annoncé par le commissaire Reinders, qui avait quand même envoyé des messages assez forts sur certains points, on peut se demander ce qu'il en restera dans la proposition finale. Donc, les points principaux, en premier lieu, concernent le champ d'application. Donc ici, initialement, le commissaire Reinders avait annoncé que les PME devraient aussi être inclus dans le champ d'application. Le Parlement, d'ailleurs, avait proposé que ça s'applique à toutes les PME de moins de 250 salariés si elles étaient cotées ou dans un secteur à risque. Donc, quand même assez ambitieux. Les PME, de leur côté, ont déjà manifesté pas mal d'inquiétudes sur le fait de se voir imposer ces obligations. Elles font valoir le fait qu'elles n'ont pas nécessairement les ressources pour mettre ce genre de plan de vigilance en place, mais aussi qu'elles n'ont pas toujours d'influence forcément sur leur chaîne d'approvisionnement. Sur le champ d'application aussi, un autre point sur les entreprises étrangères. Donc, initialement, le commissaire Reinders avait aussi annoncé que ces obligations devraient être étendues à toute entreprise qui avait une activité sur le marché intérieur, même si elles étaient, si elles avaient leur siège à l'extérieur de l'Union européenne. Donc, encore une fois, à confirmer. Un grand point sur ce point est majeur, l'étendue. Bettina, Oui. pardon de vous couper. Si ce point n'est pas repris, c'est un non-sujet. On n'a pas traité le sujet. Parce qu'on est sur le sujet de la compétitivité. Donc, où ça s'applique à tout le monde, et on a un texte qui met l'Europe en situation d'extraterritorialité, comme les Américains, ou on ne le fait pas, et là, le texte n'a pas beaucoup d'intérêt, il est trop lourd pour nous. Enfin, on est sur le point lourd, là. Oui. Lourd. Bon, pardon. Non, exactement. Un autre point débattu, c'est sur l'étendue de la chaîne d'approvisionnement à couvrir avec le plan de vigilance. Donc là, encore une fois, le message initial, c'était que ce serait sur une approche basée sur le risque, c'est-à-dire que les entreprises devraient cartographier les risques et couvrir l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement concernée par ces risques-là. Ce qui est différent de l'approche de devoir de vigilance française et surtout allemande, par exemple, qui a précisé dans son texte de loi que la vigilance devrait couvrir le rang 1 et les rangs inférieurs qu'en cas de violation avérée des droits humains. Donc là, encore une fois, les ONG dénoncent le fait que c'est une opportunité pour les entreprises de
fermer volontairement les yeux sur les rangs inférieurs de leur supply chain. Un point aussi sur la vigilance environnementale. Donc, on a des textes assez clairs sur le devoir de vigilance sur les droits humains, avec les principes directeurs de l'ONU, de l'OCDE, mais en matière environnementale, quels standards appliquer? Donc là, les entreprises demandent aussi à la Commission européenne de mieux définir ce qu'on attend d'elles sur ce point-là. Est-ce qu'il faut une obligation de résultat, comment démontrer la conformité sur ce point-là, comment reporter là-dessus. Donc là, je fais une parenthèse assez rapide sur le fait qu'un autre dossier est aussi en cours au niveau de l'Union européenne sur le reporting avec la CSRD, qui donc expliquera aux entreprises comment reporter sur leur devoir de vigilance. Et enfin, et ça c'est probablement le point majeur, très attendu, c'est des précisions au niveau de la responsabilité juridique des entreprises en cas de dommages avérés. Donc aujourd'hui, par exemple, les textes allemands et français ne prévoient pas de dispositif particulier. C'est la responsabilité de droit commun qui s'applique, avec toutes les difficultés qu'on connaît en termes d'accès à la justice par les victimes. Donc ça, c'est vraiment un des points clés qui a été réglé en France hier. Qui a été réglé en France hier. Le Parlement a adopté le fait que c'est les tribunaux judiciaires qui régleraient ces questions. Oui, mais les victimes doivent encore démontrer un lien de causalité entre leurs dommages. Voilà. Donc, on a plus de visibilité, c'est vrai, sur la compétence des tribunaux, mais toujours voilà, certaines difficultés pour les victimes, surtout au bout de la chaîne d'approvisionnement. Donc voilà, ça c'est vraiment le point phare de la proposition qui mène à beaucoup de discussions. Donc encore une fois, voilà, on attend de voir la proposition en décembre. Donc c'est un texte qui est fondamental dans l'esprit et dans la lettre, mais sur lequel il y a encore des interrogations extrêmement importantes qui sont un vrai test de la capacité, pas simplement des autorités européennes, mais également des entreprises, de vouloir avancer. Merci Bettina. On reviendra dans les questions vers vous, si vous voulez bien, pour passer la parole à Charlotte Michon, en la remerciant de nous donner la vision de la part des entreprises engagées dans la question des droits de l'homme et qui ont un regard très pointu sur ce texte et l'ensemble du contexte Human Rights. Merci Charlotte. On vous passe la parole aussi pour un petit peu 8, 9, 10 minutes. Merci Patrick. Bonjour à tous. Donc, merci de me permettre de m'exprimer sur ce sujet qui nous occupe beaucoup. Si on peut passer à la slide de présentation d'EDH, parce que je ne pense pas que tout le monde le connaît. Voilà. Donc, on est une association d'entreprises. On a été créé en 2006, donc à une époque où les sujets n'étaient pas franchement d'actualité dans les entreprises, pour réfléchir à comment intégrer les droits de l'homme dans les politiques et les pratiques des entreprises, et en particulier par la mise en place de démarches de vigilance, aujourd'hui au titre de la loi française, bien sûr, puisque, comme vous voyez à l'écran, toutes nos entreprises sont concernées par la loi française sur le devoir de vigilance, mais avant même par rapport aux référentiels internationaux de soft law, comme l'OCDE, comme les Nations Unies, que Bettina a mentionné tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on est 24 entreprises, c'est plutôt des grosses entreprises, multisectorielles, et ça a quand même un avantage sur ce genre de sujet, et en tout cas par rapport au devoir de vigilance, parce qu'il y a encore beaucoup de questions de méthodos, de processus, et puis il y a quand même des enjeux, notamment sur les droits des travailleurs, qui sont communs à toute entreprise. Donc, on avance en multisectoriel, et comme je le disais, comme toutes nos entreprises sont concernées par la loi, depuis 4 ans, on ne travaille quasi que sur l'opérationnalisation, la compréhension déjà de la loi française, et son opérationnalisation dans les entreprises. Par définition, on a des entreprises par rapport à d'autres associations d'entreprises qui, si elles sont chez EDH, ont des démarches plus matures en matière de droits humains, et très souvent, elles ont commencé avant la loi sur le devoir de vigilance. Donc, on a la possibilité d'avoir des échanges assez approfondis sur des pratiques plus avancées, pas parfaites bien sûr, mais plus avancées que d'autres entreprises. Et la dernière chose que je dirais avant de passer à la question du devoir de vigilance européen, c'est qu'on n'est pas du tout une association de lobbying. On est une association de praticiens. Moi, mes interlocuteurs dans les entreprises, c'est vraiment les porteurs de démarches droits humains au sein des entreprises, et souvent
avec le devoir de vigilance, puisque c'est quand même associé. On n'a pas de position publique, on n'a pas vocation. Par contre, ce qu'on vise, c'est vraiment, en montrant les pratiques des entreprises, arriver à dire que c'est possible et aussi soulever des difficultés pratiques et pragmatiques pour que les démarches soient réellement effectives en interne. Voilà, donc sur la législation européenne, alors Bettina a très bien présenté les enjeux qu'il y a aujourd'hui. Donc on attend, effectivement, on a un retour comme quoi ça serait le 8 décembre le premier projet. Et donc le temps de parler, le temps de transposer, ça ne serait pas avant une application en 2025-2026 dans les différents pays. Donc aujourd'hui, nous, on a toujours la loi française, et c'est la première loi, je le rappelle, elle est pionnière, elle est unique en son genre. Elle reste encore en termes de champ d'application, même s'il y a d'autres lois, effectivement, larges. Et je vais un peu vous présenter rapidement, je sais que ce n'est pas le sujet, mais en fait, nos aspirations par rapport aux lois de vigilance européenne est bien évidemment basée par rapport au retour d'expérience pratique de l'application de la loi française, qui a donc 4 ans maintenant. Ce qu'on a vu par rapport à cette loi, c'est que ça a permis, et c'est vraiment un gros avantage, y compris dans les entreprises qui étaient déjà avancées en matière de droits humains, en matière d'achat responsable, ça a permis de mobiliser beaucoup plus en interne, ça a permis d'élever le niveau de conscience et de connaissance de ces sujets auprès de plus d'acteurs que ça ne l'était auparavant. Pourquoi? Parce qu'avant, les droits humains, c'était quand même porté, je parle beaucoup des droits humains, je sais que vigilance est plus large, mais nous, on est sur les droits humains, étaient portés par les directions RSE. Les droits humains, ils sont arrivés par le reporting extra-financier, ils sont arrivés par les parties prenantes, et c'est souvent les directions RSE qui étaient le rôle de dialogue et d'accueil en fait, des alertes des parties prenantes. Et aujourd'hui, du fait de la loi, du fait de l'obligation juridique, du fait de l'obligation légale de couvrir toutes les activités du groupe, il y a d'autres acteurs qui sont mobilisés sur la question. Il y a les directions conformité, il y a les directions des risques, il y a les directions juridiques, direction audit, il y a bien sûr les directions achats, mais qui l'étaient déjà. Et du coup, ça permet, il y a eu un moment d'un peu d'adaptation pour s'assurer d'une compréhension partagée de ce nouveau sujet, parce que ça reste un nouveau sujet, le devoir de vigilance. C'est une obligation en construction, c'est un droit en construction, il y a encore beaucoup de questions, mais ça a permis une mobilisation interne plus importante et une transversalité plus importante. Et ça, c'est très appréciable. Et plus il y aura d'entreprises concernées, on va en parler, plus les sujets monteront, plus les pratiques monteront et plus le level playing field des pratiques sera élevé. Ce que ça a permis aussi, c'est une professionnalisation des enjeux. Quand je dis professionnalisation, c'est des méthodos, c'est une systématisation de l'évaluation des risques, de l'identification des risques sur toutes les activités. C'est vrai, c'est sûr qu'à partir du moment où il peut y avoir un juge derrière, il y a un regard particulier, les entreprises doivent faire des démarches opposables. Donc, elles ont cherché elles ont réussi, pour celles avec qui je travaille en tout cas, à définir des méthodes qui leur permettent finalement de prioriser et d'assumer leur choix et de dire, moi, je vais m'occuper de ce sujet-là parce que par rapport à mes propres risques, par rapport à mes activités, c'est un enjeu saillant. Et ça, y compris dans les entreprises de DH, il y avait déjà des démarches droits humains, je l'ai dit, mais qui étaient souvent par rapport à une controverse particulière, par rapport à un enjeu particulier, qui n'était pas forcément systématisé, intégré dans les processus de conformité, d'évaluation globaux. Et ça, la loi sur le devoir de vigilance a clairement permis aujourd'hui d'intégrer les droits humains, de professionnaliser les sujets. Ce qui est compliqué encore aujourd'hui, et on espère, mais comme on l'a dit, ça ne sera pas tout de suite, que la directive sur le devoir de vigilance européen permettra d'améliorer l'application de la loi et la compréhension de la loi française, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 articles de loi, il n'y a pas de suivi, d'agence de suivi. Il n'y a pas de décret d'application, il n'y a pas de guide. Si on doit comparer avec Sapin 2 et l'AFA, c'est l'opposé en fait. Donc, on a 2 articles de loi dans le Code de commerce et on a une interprétation de la loi qui est très laissée, enfin, en tout cas publique, aux ONG et aux parties prenantes de l'entreprise qui, vous l'imaginez bien, a une interprétation très extensive et dans le cadre de leur plaidoyer et on pourra revenir sur les contentieux, mais aussi leur contention stratégique par rapport à cette loi. Et on a l'espace public d'interprétation est occupé par les parties prenantes de l'entreprise. Et après, au sein des entreprises, on a des entreprises qui interprètent plutôt strictement, quand on regarde les plans de vigilance publiés et les pratiques. On a d'autres qui vont un peu plus loin, mais finalement, chacun navigue un peu à vue.
Et on a surtout un désengagement de l'État, de l'autorité publique sur le suivi de cette loi. Alors, il y a eu un bilan fait par le Conseil général de l'économie sur le sujet qui apporte des réponses, mais il n'y a pas eu de décret, encore une fois, il n'y a pas de service attitré qui pourrait accompagner les entreprises. Et ça, c'est un vrai enjeu, on va y revenir, de la future législation européenne. Ensuite, ce qu'on... Oui. Pardon, Charlotte, on est en télescopage complet avec le processus des points de contact nationaux de l'OCDE. Et ça, il va falloir le résoudre. Tout à fait. La question de la médiation est vraiment importante. Et c'est quelque chose que la France pousse d'ailleurs au niveau de l'Union européenne, ces questions de médiation, d'avoir des points de... Alors, pas forcément les PCN, mais enfin, en tout cas, des instances de médiation. Mais on pourra peut-être revenir après sur le dialogue entreprise-ONG et le rôle de la médiation dans les syndicats aussi, parce qu'il n'y a pas les ONG, mais je vais y revenir. Tout à fait. Ce qu'on voit aussi, c'est que, et là, je pense qu'on n'a que des experts RSE dans le public, c'est qu'il ne faut pas tomber dans des approches qui soient que tick the box conformité, parce que sinon, on passerait complètement à côté du sujet. Le sujet, l'intérêt de la loi, l'objectif de cette loi, c'est bien d'éviter qu'il y ait des violations sur le terrain en matière de droits humains et environnement. C'est des enjeux qui sont que opérationnels. Un risque de travail forcé est différent selon les pays, les régions, voire selon les sites, par exemple. Les pratiques sont complètement différentes. Et ne faire que des approches tick the box au niveau de la société mère et dire c'est bon, on a mis en place notre petit plan de conformité et on ne va pas voir plus loin, c'est passé à côté du sujet et c'est passé à côté de l'objectif et de l'esprit de la loi. Et donc, il y a un point de vigilance à faire, à trouver aujourd'hui dans l'application de la loi et dans la future directive européenne, qui est de dire, et je vais parler de mon deuxième point, il faut un cadre juridique précis, on l'a dit, ne serait-ce que pour l'accès aux victimes, pour que le lien de causalité soit fait, si on va sur la responsabilité civile, il faut bien définir la faute. Donc, il faut bien définir les obligations des entreprises. Aujourd'hui, ce n'est pas clair, clairement. Et il n'y a pas de jurisprudence, vous le savez, au niveau de la loi française, pas encore. Enfin, il n'y a que des questions de compétences, donc on attend encore. Mais... Donc, il y a des vrais sujets d'arriver à définir une obligation qui soit assez stricte et avec un cadre commun pour toutes les entreprises, qui soit précis, qui favorise une sécurité juridique. Pour autant, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse de tout régler à la minute, d'être trop précis, parce que ça ne permettra pas de... il faut faire confiance aux entreprises pour qu'elles puissent apprécier leurs propres risques et pour qu'elles puissent mettre en place des solutions innovantes et adaptées sur le terrain. Donc, il y a un vrai enjeu d'articulation entre les obligations et la définition de l'obligation juridique. La directive européenne sera beaucoup plus précise, bien sûr, on le voit dans le projet, mais on le sait que la loi française. Mais donc, il y a vraiment un enjeu par rapport à ça. Sur le champ d'application, alors c'est clair qu'il faut que ce soit toutes les entreprises, vous l'avez dit, pour qu'il y ait un level playing field au niveau de compétitivité économique, mais aussi dans un souci d'élever les pratiques. On attend des sociétés mères qu'elles demandent à leurs entreprises fournisseurs sur toute la chaîne d'appro d'élever leurs pratiques. Bien évidemment, si elles-mêmes, ces entreprises, sont soumises à des obligations réglementaires, ça sera beaucoup plus facile. Donc voilà, idem pour les partenaires, idem pour certains aspects des clients, pour des entreprises qui demandent, qui vont regarder, je pense aux banques, qui vont de plus en plus regarder les pratiques de leurs clients. Donc évidemment, si cette entreprise a un plan de vigilance, est soumise à une obligation réglementaire, tout le monde évolue en même temps vers des pratiques plus élevées. Donc, il faut un champ d'application élargi et pour aussi les entreprises non européennes, évidemment, puisqu'on parle d'économie globalisée, de chaînes d'appro globalisées. Je ne vois pas comment on peut passer outre, effectivement. Sur le suivi par une autorité publique indépendante, donc comme je l'ai dit, aujourd'hui, il n'y a pas de suivi et c'est un manque. Et c'est un manque parce que ce n'est pas, je pense, aux parties prenantes de l'entreprise, ni sûrement aux entreprises elles-mêmes via les organisations d'employeurs, mais qui ne le font pas, mais qui pourraient être amenées à le faire, de dire ce que veut dire la loi et ce qu'on attend des entreprises. L'État a fait la loi et on doit avoir plus d'informations sur ce sujet. Ce que pourrait être une autorité publique, et je parle bien de public parce que je sais qu'on pourrait avoir comme les auditeurs qui viendraient auditer les plans de vigilance, les commissaires aux comptes, etc., des organismes privés, aussi experts soient-ils, ça n'apportera pas, déjà je pense que ça n'a pas de valeur auprès des ONG ou des syndicats.
voilà, qui considèrent que c'est des choses privées. Ce sera par rapport à des référentiels privés. Enfin, je pense qu'il faut quand même que les administrations s'occupent du sujet. Alors, sous quelle forme, honnêtement, je n'ai pas d'idée sur la question. Je sais que au niveau de l'Allemagne, c'est au niveau je crois, des agences de crédit à l'exportation. Voilà, ils vont développer, ils ont, je sais pas, ils ont prévu 50 ou 60 personnes pour s'occuper que de l'application de la loi, ce qui est énorme. Hein. Voilà, mais ça peut être auprès d'autres administrations, ça peut être une instance administrative indépendante, hein, comme on connaît en France. Donc ça honnêtement, il faut voir sur la pratique. Après, quel est son rôle? Elle aura un rôle, je pense, d'accompagnement des entreprises, comme le fait d'ailleurs l'AFA, hein, de guide, aide à l'application. On rappelle, c'est l'Agence de lutte contre la corruption en France. Hein. Oui. Okay. D'accompagnement. Aussi, je pense, un rôle est hors juridique de dire à certaines entreprises qui n'ont pas forcément, parce qu'il y en a hein, qui publient des plans, voire ne publient aucun plan de vigilance, qu'elles ne se conforment pas à leurs obligations légales. Et donc, c'est aussi pour équilibrer le fait qu'il y a des entreprises qui avancent et il y en a d'autres qui, pour l'instant, n'ont pas pris le devoir de vigilance à la hauteur de ces enjeux. Après, est-ce qu'il doit y avoir des rôles d'enquête? Je pense que ça sera... Pourquoi pas? Mais ça sera compliqué parce que quand même, à la différence les droits humains, ça couvre des enjeux, mais beaucoup plus d'enjeux liés aux droits des travailleurs, liés aux communautés locales, liés aux achats, liés à l'approvisionnement, etc. Et donc, il faudra vraiment une expertise assez solide et beaucoup de ressources et de moyens si on veut qu'une agence puisse faire de l'enquête, mais aller demander des comptes aux entreprises par rapport à des alertes particulières et en particulier des alertes graves, oui, c'est une possibilité. Et après, aller faire le rôle de médiation, comme on en a déjà parlé, moi, j'en suis persuadée. Aujourd'hui, ce qu'on voit, alors je suis persuadée sur le dialogue ONG-entreprise et entreprise-syndicale. Les syndicats se mobilisent de plus en plus sur la question du devoir de vigilance et vont challenger en interne des entreprises, et à raison, parce que ce sont des acteurs qui voient les choses, hein, qui ont aussi un rôle d'alerte. Donc, ce qu'on voit quand même, c'est que le dialogue est difficile aujourd'hui autour du devoir de vigilance dans les grandes entreprises françaises, notamment par rapport aux ONG, parce qu'il y a des contentieux et qu'on attend et que c'est une période un peu particulière, charnière. Si vous ne connaissez pas le système, il y a la possibilité d'être par une ONG, une partie prenante, de mettre en demeure l'entreprise si elle considère que l'entreprise n'est pas conforme à la loi, et au bout de 3 mois, si elle considère que l'entreprise n'a pas répondu ou n'a pas bien répondu, de l'assigner devant les tribunaux. Et aujourd'hui, et cette période de mise en demeure, si je puis dire, des 3 mois, à mon sens, doit être utilisée pour entrer en dialogue avec l'entreprise, pour faire ce rôle de médiation, pour essayer, bien évidemment, et tout ceci dans un souci d'accès à réparation des victimes, hein, et le sens du devoir de vigilance voulu par tous, c'est bien l'accès à réparation pour les victimes, hein, partout. Donc, utiliser ce système de mise en demeure pour entrer en dialogue avec l'entreprise. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, je ne sais pas si c'est fait ou si ça ne marche pas, mais enfin, en tout cas, sur les 5 mises en demeure des ONG, ça a donné lieu à des assignations. À l'inverse, sur les 2 mises en demeure syndicales, il n'y a pas eu d'assignation encore, alors qu'elle date de 2019. Donc, on peut supposer que, mais c'est sûrement plus facile avec les syndicats, que le dialogue a été engagé. Mais donc, cette question de la médiation pour un accès à la justice aussi peut-être plus rapide, plus adapté, plus adéquate, est une vraie question. Ça ne doit pas être que ça, il doit y avoir un contrôle du juge, je crois vraiment, parce qu'on parle de droits humains, mais c'est quelque chose qui doit se développer et qui renvoie aux relations ONG-entreprises qui sont aujourd'hui compliquées parce que défiance des 2 côtés, etc. Bon, merci 1000 fois de ce panorama très complet et vous abordez les sujets qu'on va devoir résoudre dans les mois, années qui viennent, notamment cette question du dialogue avec les acteurs internes, externes. Là, on répondra à la question de Catherine tout à l'heure. J'ajoute, avant de passer la parole à une expérience d'entreprise à Edenred, Charlotte, est-ce que vous voyez un lien se faire, parce que certains voudraient le faire, et je pense que c'est très sérieux, entre les situations des droits de l'homme dans des États et qui peuvent donner lieu dans certains cas à des situations type embargo, non-reconnaissance, etc. Je peux citer Birmanie, Afghanistan, RDC, tout ça, et l'autorisation ou le renforcement de la vigilance lorsque les entreprises commercent. Et là, on revient à la source du sujet. Rappelons que tout ça a démarré au moment de l'apartheid et que les liens sont créés à cette occasion et que l'Europe, qui souhaite aussi combattre
des régimes illibéraux qui se traduisent sur le plan social par des atteintes, peut combiner l'un et l'autre. Est-ce que ça, c'est un sujet géopolitique que vous voyez bouger ou pas? Oui, moi j'ai de plus en plus d'attentes des membres, et c'est lié à l'opérationnalisation de la démarche, sur l'appréciation du risque pays Voilà. Et des risques, l'évolution des risques réglementaires par rapport au pays, mais aussi surtout comment on fait sur le terrain, même s'il n'y a pas de risque réglementaire. Et oui, bien sûr, et c'est aussi, il y a de plus en plus de dialogue entre les directions conformité qui s'occupaient plus de l'embargo, des sanctions, etc., et les directions RSE en charge des droits humains. Maintenant, on n'a pas non plus de réponse pratique sur le… compliqué quand même. Ouais, et oui, il y a de plus en plus de liens et d'attentes. Oui. Encore une fois, on reviendra vers vous pour la discussion de la part de nos participants. Est-ce que, Victor, vous réagissez et nous faites un état des lieux de vos chantiers au sein d'Edenred aujourd'hui, qui est une entreprise qui est très investie sur la RSE, donc ça nous intéresse de vous entendre. Oui, alors merci de m'avoir invité. Je suis directeur RSE du groupe Edenred depuis 5 ans aujourd'hui. Edenred, on est un leader mondial, un leader français. On est une plateforme digitale de services et de paiement pour le monde du travail. Donc, on opère dans 46 pays avec des millions d'utilisateurs, 50 millions, 2 millions de commerçants et 850 000 entreprises clientes qu'on connecte au quotidien. Et on intervient dans différents domaines. Les avantages aux salariés avec la restauration, le transport, les services à la personne, avec notre produit iconique et historique qui est le ticket restaurant, pour lequel on nous connaît généralement. On propose également des solutions de mobilité professionnelle pour payer son carburant, son péage, sa maintenance de véhicules. Et on a également des solutions qu'on dit complémentaires, type des services de paiement interentreprises, des solutions de motivation et récompense des collaborateurs et des programmes sociopublics. Donc, on a un éventail très large de solutions. Et en 2020, Edenred, c'est un peu moins de 9000 collaborateurs. Et ce chiffre qui est aujourd'hui en dessous des fameux seuils d'application de la loi sur le devoir de vigilance, elle nous permet une bonne transition avec ce sujet des achats responsables. Chez Edenred, on a longtemps vécu dans l'ombre des achats de notre ancienne maison mère qui était le groupe Accor, ce qui explique qu'on est peu mature sur ce sujet. Notre fonction achat est assez récente. On a structuré une fonction achat groupe en fin 2017. Donc, c'est très récent dans la vie d'une entreprise, enfin, même si l'entreprise a un peu plus de 10 ans aujourd'hui, puisqu'on s'est séparé du groupe Accor en 2010. On a une politique achat qui est décentralisée au niveau des différentes filiales, donc dans les 46 pays dans lesquels on est présent. On a quelques fournisseurs qui sont identifiés comme des partenaires clés et qui font l'objet de contrats cadres internationaux, type des fournisseurs IT qui nous fournissent des logiciels, du matériel informatique, des imprimeurs de titres, ou des fournisseurs de cartes à puce pour les paiements. Et pour ces fournisseurs, nous avons une charte éthique groupe qui s'applique à tous les collaborateurs depuis 2016, qu'on a revue en février dernier, donc toute nouvelle. Et elle s'applique non seulement aux collaborateurs, mais également à nos partenaires commerciaux, c'est-à-dire qu'on a une clause de respect de cette charte dans nos documents d'appel d'offres et nos contrats cadres. Et l'ensemble des partenaires commerciaux, sous-traitants et fournisseurs doivent s'engager à se doter de règles éthiques, environnementales et sociales qui respectent nos valeurs et qui respectent cette clause. Donc ça, c'est au niveau du groupe. On a également des exemples locaux d'application des droits humains et du sujet des achats responsables avec des formations sur ces achats responsables dans certaines filiales, que ce soit en Asie, à Taïwan ou en Amérique, au Mexique. On a également des dispositifs de lanceurs d'alerte sur les sujets des achats, sur les sujets de la corruption, de l'éthique, déjà au Brésil, qui est notre plus grosse géographie aujourd'hui, mais aussi au niveau du groupe depuis peu. Et on a aussi des certifications, type certification SA 8000, qui nous permettent de garantir une performance sociale sur tous les critères de conformité, de respect des droits de l'homme et de qualité sur tous nos sites de production et dans notre chaîne d'approvisionnement, c'est important. Mais tout ça pour dire que vous avez, Patrick, vous parliez d'une vision objective et franche de notre part en tant que témoin aujourd'hui. Edenred aujourd'hui n'a pas la maturité d'un groupe de près de 10 000 collaborateurs sur le sujet des achats responsables. Donc déjà, vous y travaillez, bravo. On y travaille et du coup, d'une part, on a conscience qu'on est tout près du champ d'application. Si on est 9000 aujourd'hui, on est tout près du champ actuel et probablement au-delà du champ d'application qui pourrait intervenir dans les mois qui viennent. Et deuxièmement, on a conscience également de la nécessité de gagner en compétitivité sur les droits humains. Et ça, ce n'est pas uniquement un sujet réglementaire. On a des agences de notation, des investisseurs, des parties prenantes grand public qui nous attendent sur ces sujets. Donc, on se doit d'améliorer notre compétitivité droits humains. Et on est en phase de structuration. Donc, la structuration, elle est simple.
On fait des screenings fournisseurs de plus en plus, ce qu'on ne faisait pas forcément auparavant au niveau des démarches achats groupe, mais on fait des screenings de fournisseurs en respectant les différents tiers de fournisseurs qu'on a chez Edenred. Et on essaye de mettre en place un programme d'évaluation de fournisseurs type celui évoqué par Bettina chez Ecovadis. Et c'est un des projets actuellement qu'on a chez Edenred. Et quand je vous dis actuellement, on en parle encore cet après-midi en réunion. C'est un sujet vraiment très, très chaud chez nous d'actualité durable. Donc, mon enjeu sur le sujet des droits humains et des achats responsables, c'est de préparer l'entreprise à avoir les bonnes ressources à la fois financières et humaines pour pouvoir répondre à cette loi sur le devoir de vigilance. Parce que vous avez parlé des PME qui, à juste titre, ont certaines craintes sur l'impact de ce type de réglementation sur leur activité. C'est un travail qui est colossal pour un groupe comme Edenred également. Donc, on a certainement beaucoup plus de ressources que la plupart des PME, mais c'est un travail qu'on juge relativement important. Parfait. Donc, voilà pour la… Oui. Voilà, et vous nous éclairez maintenant, pour aller vers la conclusion et le débat, sur vos chantiers de travail pour remettre ça en perspective. Oui, alors j'aurais aimé vous parler de notre suivi de performance durable chez Edenred parce qu'on a une approche aujourd'hui RSE qui est globale depuis 2017, qui repose sur 3 piliers, People, Planète et Progress, qui respectent respectivement nos enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux. People, c'est simple, c'est améliorer la qualité de vie pour nos collaborateurs et pour nos communautés locales. Planète, c'est préserver l'environnement via la réduction des empreintes carbone, des consommations de ressources et des déchets. Et Progress, on est vraiment dans la création de valeurs responsables pour développer des activités de manière éthique en embarquant l'ensemble de nos parties prenantes. Et cette approche a été définie en 2018 suite à une étude de matérialité à l'échelle du groupe, bien entendu. Et elle a été assortie d'engagements et d'objectifs à moyen et long terme, les fameux KPIs qu'on a définis à 2022 et 2030. Et ces KPIs, ils ont bien vécu de 2018 à 2020, puisqu'ils étaient portés par le réseau RSE et on avait un process de suivi de performance classique avec consolidation, reporting, dashboarding qui était partagé avec les grands patrons des grandes zones d'Edenred. Et en 2021, on s'est dit on va accélérer cette transformation durable en étudiant 3 boosters. Alors avec un peu de recul, on les voit comme des boosters évidents, mais ils sont arrivés coup sur coup et je vais vous expliquer comment ça a pu vraiment accélérer notre performance durable. En avril, on a déjà commencé par indexer nos plans d'incentive long terme des top managers du groupe sur l'atteinte de 3 KPIs. Il y avait un KPI de diversité, un sur le changement climatique et un sur l'alimentation durable. Et on a fait en sorte que la rémunération variable du top 400 d'Edenred soit indexée à hauteur de 25% sur l'atteinte de ces KPI. Donc ça, déjà, premier booster évident, vous imaginez ce que ça peut engendrer en termes de suivi de performance et de performance pure. Deuxièmement, en mai, on a divulgué notre raison d'être. Donc, en mai 2021, après des mois de travail collaboratif, on a divulgué une raison d'être qui s'appelle Enrich Connections for Good et qui représente un peu notre métier. On crée des connexions entre parties prenantes, mais il faut le faire bien et pour le bien. Donc, on a dévoilé cette raison d'être et à l'occasion de cette présentation de raison d'être, on a enrichi certains de nos KPI, comme par exemple celui sur l'alimentation durable. On avait un objectif de sensibilisation de marchands et d'utilisateurs à l'alimentation équilibrée et on a rajouté le gaspillage alimentaire qui est une thématique régalienne pour une entreprise française aujourd'hui puisque c'est inscrit dans la loi l'engagement qu'on doit avoir sur cette thématique-là. Dernier booster, en juin, on a créé un instrument de financement green. Donc, on a lancé une Océane, c'est une obligation convertible qu'on a indexée à certains de nos KPI et on est la 2e entreprise au monde à l'avoir fait après Schneider Electric. Et c'est également notre 2e opération de ce type, puisqu'on avait déjà souscrit un crédit syndiqué vert en 2020. Et concrètement, comment ça se passe? L'entreprise, elle emprunte de l'argent et elle paiera un malus à échéance si jamais l'un des KPI RSE n'est pas rempli. Donc, en pratique, on a publié un framework autour de 3 KPI qui ont été augmentés et qui sont contrôlés par un tiers indépendant et qu'on se doit de respecter de manière supplémentaire à horizon 2025 et pas l'horizon qu'on avait prévu au départ. Donc, en conclusion, ces différents boosters qu'on a utilisés, ils ont permis non seulement d'augmenter notre niveau de jeu sur la RSE, puisqu'on a des KPI augmentés sur l'alimentation durable, mais aussi on constate sur le KPI climat. Un petit exemple, depuis 2007, on a une trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre qui était en intensité sur les scopes 1 et 2 fixes. Et vous parlez tout à l'heure d'harmonisation de ces points-là, c'est très important selon moi. Grâce à ce framework de l'obligation convertible, on a développé une nouvelle trajectoire qui est à la fois en valeur absolue et sur l'intégralité de nos scopes 1 et 2, intégrant les données mobiles. Ça veut dire que grâce à cet instrument de financement, on est passé d'un peu plus de 4 000 tonnes de carbone à 9 000 tonnes de carbone. On a doublé notre surface d'engagement. Donc, il y a vraiment un lien entre l'instrument de financement
et l'engagement de l'entreprise au service du changement climatique. Deuxième conclusion, on a professionnalisé aussi notre suivi de performance extra-financière en améliorant l'animation des pays sur les KPI. Et on voit qu'avant, on faisait collecte des données, je vous ai dit, reporting, consolidation, dashboarding. Et maintenant, on fait des plans d'action locaux et des business reviews. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque business unit d'Edenred fait une business review sustainable devant l'équipe RSE Group chaque année. Et je peux vous dire que ça développe très rapidement les réflexes RSE. Donc, j'ajouterai 2 points de vigilance quand même. Tout d'abord, c'est de bien choisir les KPI qu'on utilise pour ce type d'opération, pour les 3, hein, parce qu'ils vont être crash testés à l'interne comme à l'externe. Et deuxièmement, bien prévoir les ressources techniques et humaines pour gérer l'apprentissage et le contrôle des KPI. A fortiori, quand on fait cohabiter plusieurs trajectoires dans plusieurs pays, il faut vraiment être très organisé et avoir les ressources nécessaires pour gérer ce suivi de performance. Donc, ma conviction, c'est que cette forme de financiarisation du suivi de la performance durable, elle est définitivement génératrice d'amélioration sur le fond, avec l'augmentation du niveau de jeu, et sur la forme, avec la professionnalisation du suivi. Bravo, Victor. Je souhaitais vraiment que vous puissiez expliquer ça parce que, effectivement, vous avez une démarche qui est très structurée, qui est très rationnelle, qui ne se cache pas derrière les difficultés, qui les aborde. Et je trouve que c'est un très, très bel exemple de chantier sérieux qui se déploie avec toute la complexité d'un univers international. Vous êtes très au Brésil et ailleurs, qui n'est pas évident à gérer comme ça. Merci de ce témoignage. On va passer la parole maintenant pour vous interroger également et approfondir à nos participants qui le souhaitent. Arnaud, je vais te laisser la main. Arnaud Herman va peut-être jouer le premier questionneur, mais rassembler aussi avec Antoine les différentes questions que vous voulez poser en direct si votre liaison marche, ou sinon via le chat, n'hésitez pas. On va se donner un bon quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir dialoguer et grâce à nos experts, approfondir les points abordés. La dynamique est, vous le voyez, toujours au défi de la mise en pratique, quoi. Et c'est ça qui est important, quoi. Les grands principes, oui. La mise en œuvre opérationnelle, évidemment. Donc, que souhaitez… Arnaud, je te passe la main. Oui, merci Patrick. Bonjour à tous. J'en profite pour vous encourager à poser des questions dans le fil de la chatbox. On compte encore peu de questions, mais je ne serais pas surpris que vous en ayez davantage suite à l'exposé de nos 3 intervenants. La première question, elle a été posée par Catherine Puiseux, que je salue par la même occasion, qui vous est adressée, Charlotte. Quand vous exposiez le contour des acteurs impliqués à la fois dans le contrôle de la mise en œuvre du devoir de vigilance, Catherine pose une question que j'interprète à 2 niveaux. C'est qu'en est-il des acteurs internes de l'entreprise, les DRH, les syndicats, à la fois dans cette gouvernance et dans ce contrôle de l'application du devoir de vigilance, mais aussi n'y a-t-il pas aussi des enjeux d'application du devoir de vigilance au sein même de l'entreprise, dans certaines filiales à l'étranger? Et on sait que parfois, les pratiques sociales lointaines du siège peuvent se révéler pas forcément en adéquation avec les standards des droits de l'homme. Oui, merci. Bien sûr, j'ai oublié, non, enfin, je n'ai pas fait une liste exhaustive, mais il y a les RH dans les comités interdirectionnels en charge du suivi et de la définition, la formalisation des mesures du plan de vigilance. Bien sûr que les filiales sont concernées et c'est toutes les activités de l'entreprise, des filiales directes et indirectes, ainsi que des relations commerciales établies, donc côté fournisseur ou partenaire. D'ailleurs, voilà, non, c'est sûr. Ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, on avait l'impression, enfin, en tout cas pour les démarches droits humains, les entreprises se sont beaucoup concernées, occupées au début de l'application de la loi sur les 3 premières années sur la question des achats, parce que c'est sûrement quelque chose, déjà parce que le devoir de vigilance a été présenté essentiellement par rapport à la chaîne d'approvisionnement, ce qui n'est bien sûr pas vrai, puisque d'abord, on s'occupe de ce qui se passe chez nous avant de s'occuper de ce qui se passe chez les autres. Mais donc, il y a eu un focus sur les cartes achats qui n'étaient pas faites, etc. Et les domaines droits humains, activités internes, on va dire, étaient présentés comme maîtrisés. Ce que nous, on voit quand même au sein de DH, c'est que ça l'est pas. Voilà. Dans certains pays, je pense à des questions de salaire décent, à des questions de durée de travail, à des questions de droits des collaborateurs. Donc, ça l'est pas forcément. La loi sur le devoir de vigilance
a finalement permis de faire cet état des lieux et de prendre les mesures qui font avancer. Donc voilà, et si on regarde quand même les assignations, les mises en demeure et les contentieux, il y en a 6 qui concernent les activités internes et qu'un seul qui concerne les fournisseurs, c'est celui de Casino. Donc oui, les activités internes sont concernées. Attention, il y a une pollution, Antoine, sur la ligne. Merci de la régler. Pour compléter sur les syndicats, alors la loi recommande l'association avec les parties prenantes. C'est pas quelque chose qui est très développé. Hein. Il y a à peu près, quand on a fait une étude sur une centaine de plans, il y a à peu près 40% des entreprises qui mentionnent cette association des parties prenantes, qu'elles soient syndicales ou qu'elles soient externes, donc ONG, experts, fournisseurs, etc. De mémoire, il y en a à peu près une trentaine qui mentionnent la présentation des plans au comité d'organisation syndicale régulièrement dans les entreprises. Et il y a 9 entreprises qui ont ce qu'on appelle des accords cadres internationaux, qui sont vraiment un outil très important et ils incluent le devoir de vigilance dedans. Et ces accords cadres internationaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des accords négociés avec des fédérations syndicales internationales, donc au niveau du groupe, et qui permet de poser des engagements RSE et droits humains pour toutes les activités d'un même groupe international et surtout qui permet d'avoir un dialogue social et donc par définition une association des parties prenantes syndicales à la démarche de vigilance. Et tous les récents accords cadres internationaux des entreprises françaises incluent la question du devoir de vigilance dans le suivi et donc présentent aux fédérations syndicales internationales les avancées des plans de vigilance et c'est vraiment un outil d'effectivité. À part ce genre d'outils, j'ai envie de dire ça dépend des cultures de l'entreprise, mais enfin globalement on ne peut pas dire que les syndicats soient associés à la co-construction du plan de vigilance. Ouais. C'est très intéressant parce que c'est vraiment un des points. Il y a une réflexion chez les syndicats là-dessus. Hein, il y a une réflexion à la CSE au niveau européen et à la CFDT très forte là-dessus, mais on n'a pas entraîné une unanimité syndicale sur le sujet. Merci. Alors, je pense que la prochaine question peut s'adresser à Bettina. Alors, on se souvient au moment de la sortie de la loi sur le devoir de vigilance français, la levée de bouclier du patronat contre le biais concurrentiel que cette loi introduisait, au-delà du fait qu'il y avait le sentiment que ça dépassait les bornes de la responsabilité de l'entreprise. Donc aujourd'hui, cette loi est en train de remonter au niveau européen. Pour autant, comment ce point est aujourd'hui traité? Est-ce qu'il y a des réactions de la part des acteurs, enfin des entreprises européennes? Et par ailleurs, voit-on une diffusion à l'international de ce type de réglementation, de contrôle de sa chaîne de valeur? Tina. Oui, merci Arnaud. Je pense qu'on voit tout à fait, enfin, le débat qu'on avait en 2015-2016 pour le devoir de vigilance au niveau français, je crois qu'on revoit vraiment le même genre de discussion au niveau européen maintenant. Donc, c'est tout à fait un argument qu'on continue d'entendre du côté des grandes entreprises, si ce n'est que maintenant, justement, l'idée, c'est d'avoir une harmonisation au niveau européen. Ça, c'était un des grands arguments qu'on entendait à l'époque en France, que le devoir de vigilance devrait être au niveau européen et non pas uniquement français. Donc maintenant, c'est en tout cas l'objectif. Après, au niveau international, on a le projet de traité des Nations Unies, qui avance extrêmement lentement. Et puis après, évidemment, il y aura encore une fois une question de transposition en droit national et d'application du texte. Mais oui, donc je pense que c'est vraiment au niveau européen que ça se joue en ce moment. Et comme le signalait Patrick, un des points clés, c'est justement au niveau du champ d'application pour voir si ce texte aura une portée extraterritoriale, justement en imposant les mêmes obligations aux entreprises qui, certes, sont étrangères, mais qui ont des opérations sur le marché européen. Relance rapide pour Charlotte et Bettina en même temps. Vous avez mentionné donc ce texte des Nations Unies qui veut passer en traité. Étonnamment, l'Union européenne s'est pas portée aujourd'hui très favorable là-dessus. Et vous agissez de votre côté, Charlotte, aussi dans ce sens, ou vous laissez les étapes se construire? Alors, encore une fois, on n'est pas une association de lobbying. Oui. Tous nos membres sont membres de la FEP MEDEF qui, eux, organisent le lobbying. Voilà, donc, et après, il y a une vraie question. Et donc, au niveau de l'international, ça serait plus au niveau de l'OIE, qui est l'Organisation internationale des employeurs, donc supra oui. MEDEF, AFEP. Il y a aussi au niveau de l'OIT, mais ça, c'est encore différent. Oui. Je trouve, moi, personnellement,
et ça vaut aussi pour les discussions au niveau de l'Union européenne et au niveau français, que la diversité des entreprises n'est pas forcément bien représentée et qu'il y a une vraie question de, hormis les positions de principe de on est opposé ou pas à une future réglementation ou à une loi, du contenu. Et on l'a vu quand même avec les discussions sur la loi française, c'est-à-dire qu'il y avait une opposition de principe et que finalement, on ne s'est jamais prononcé sur le contenu et l'obligation de la loi. Donc, la voix des entreprises engagées, comme vous nous avez présenté au début, est une vraie question sur les sujets droits de l'homme, notamment auprès des organisations internationales. Maintenant, il ne s'agit pas d'avoir une place à l'ONU, ça n'a pas de sens, hein, parce que les traités, c'est quand même une responsabilité des États, c'est du droit international public. Mais il y a une question d'engagement des entreprises. Et je pense aussi que d'autres entreprises communiquent mieux et font plus de lobbying, peut-être, que les entreprises françaises. Alors, c'est peut-être lié à des questions de culture, mais on voit plus d'entreprises étrangères signer des position papers, des statements en faveur d'une réglementation européenne, et il y en a eu, hein. Je pense à Nestlé, Unilever, etc., que d'entreprises françaises. Très bien. Bettina veut rajouter un mot, puis Arnaud, je te laisse reprendre. Non? Bettina? Non? Non? Je pense que Charlotte a très bien résumé la situation. Ouais. Très bien. Alors, plusieurs questions qui portent sur la mise en application pratique, opérationnelle de cette loi sur le devoir de vigilance, sachant qu'aujourd'hui, on a tous en tête, et Victor a rappelé les seuils, qu'elle s'adresse à des très grands groupes, plutôt bien dotés en termes de ressources et d'équipes achats. Donc, plusieurs questions qui sont imbriquées. C'est comment vous anticipez la mise en place de cette loi sur le devoir de vigilance au niveau européen, avec probablement un seuil rabaissé, donc qui va viser des entreprises de taille plus petite, sachant qu'on la voit aussi cascader au fil de la chaîne, et donc des grands donneurs d'ordre multinationales commencent à imposer ce type de contrôle au niveau de leurs fournisseurs, entreprises B2B, et qui ne sont pas du tout avec les mêmes capacités d'action et mêmes ressources disponibles. Une autre question pratique, Bettina, Charlotte, vous parliez de la mise en œuvre et des limites de l'application du devoir de vigilance dans les filiales. Donc, quelles sont aujourd'hui les difficultés que vous identifiez dans les filiales internationales et quels sont les points d'attention que vous avez soulevés? Et puis, Bettina, une question pour l'approche EcoVadis. Ne voyez-vous pas une limite, la question étant, ne voyez-vous pas une limite à un contrôle de type distanciel comme celui que vous réalisez, sans intervention terrain? Et qu'en serait-il de situations où les résultats seraient divergents entre deux analyses, notamment une à travers un questionnaire d'auto-évaluation et une à travers un audit sur site? Qui répond l'une et l'autre? Et Alors, Victor pourra compléter. Oui, j'aurai des questions pour Victor après, plus tard. D'accord. Est-ce que j'ai déjà répondu sur cette partie? Mais on se prépare. D'accord. Alors, peut-être Bettina sur la dernière partie de la question et on laisse Charlotte continuer. Oui. D'accord, oui. Alors, donc, pour l'approche EcoVadis, effectivement, c'est vraiment une question cruciale pour nous. Effectivement, nous-mêmes, on ne va pas sur le terrain, mais toute l'idée de l'évaluation EcoVadis, c'est de consolider autant de données que possible sur l'entreprise, en incluant des données qui proviennent du terrain. Donc, on a toute une partie qu'on appelle veille 360, où on prend en compte les opinions, les opinions et les données des parties prenantes, donc des rapports d'ONG, des informations de la presse spécialisée, etc. Les rapports d'audit sur site aussi, donc ça évidemment c'est une source d'information très précieuse pour nous. Et donc l'idée c'est vraiment d'agréger tout ça pour ne pas aller sur le terrain nous-mêmes, mais quand même prendre en compte les données des parties prenantes qui vont sur le terrain. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et peut-être Bettina, pardon de vous couper, mais il faut compléter pour nos participants qui ne le savent peut-être pas. Vous avez aujourd'hui un très grand nombre de sites improvisés ou organisés qui abritent des lanceurs d'alerte, qui abritent des salariés, qui parlent de l'interne et qui apportent des informations sur le réseau, sachant qu'elles seront relayées. Et donc, il y a aujourd'hui une source d'information du sauvage à la dénonciation qui est en train de nourrir. Précisez ça parce que c'est un phénomène complètement nouveau. Oui, tout à fait. Alors après, nous, on a évidemment un travail d'analyse de toutes ces données pour s'assurer que les informations qu'on met en avant sur la fiche d'évaluation sont crédibles, fiables.
D'ailleurs, on met en avant des informations qui ne vont pas nécessairement impacter le score de l'entreprise, mais qu'on estime être importantes parce que voilà, typiquement des controverses ou des faits qui ne sont pas encore avérés. Donc, c'est un signal qu'il se passe quelque chose, mais on n'a pas encore de décision judiciaire. Donc, on ne va pas se prononcer dessus. Donc, ça, c'est un premier élément. Donc, vraiment, tout un travail de collecte de données et d'agrégation. Et après, dans un deuxième temps, bien sûr, il est toujours possible, voire recommandé, d'aller plus en profondeur sur certains points. Donc, la manière dont nos clients utilisent nos évaluations, souvent, c'est vraiment pour faire un screening, un premier niveau de screening pour identifier là où il y a des red flags en bon français, donc vraiment des points, des enjeux risqués où il faudrait aller creuser plus loin et là, ils peuvent décider de déclencher un audit sur site. Voilà. Charlotte, complétez. Oui, alors sur la question des seuils des PME, alors effectivement, donc on est à 5 000 en France et 10 000 en France à l'étranger, donc en France. Là, le projet directif parle de 250 salariés. Moi, j'ai plutôt entendu 500 ou 1000. En Allemagne, ce sera 1000, par exemple, dans 2 ans ou 3 ans. Donc, ça va toucher beaucoup plus d'entreprises. Il y a des questions quand même sur le fait de savoir si l'effectif est un bon critère en termes de vigilance, parce que je suis sûre qu'on a des entreprises qui ont 4000 salariés qui sont que en France et qui sont dans des activités pas à risque, qui sont peut-être moins exposées, on va dire, et d'autres entreprises je sais pas, d'intermédiaires, de trading qui ont 100 salariés et qui le sont peut-être plus. Enfin, bon, voilà. Mais le fait est qu'on s'oriente vers un seuil d'effectifs et qu'effectivement, ça va demander à beaucoup plus d'entreprises de se conformer. Et je rappelle quand même que alors je sais que c'est compliqué pour les petites entreprises, mais c'est une approche risque en fait. Donc, si vous n'avez pas de risque, la difficulté, elle va être d'essayer de faire la cartographie des risques de manière la plus exhaustive possible et la plus précise pour précisément identifier ces risques. Mais vous aurez, enfin je dis vous, les PME, auront aussi moins de chaînes d'appro à risque, moins d'activités à risque, sont dans moins de pays, etc. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que c'est une approche d'identification et de priorisation des risques. Ensuite, comme l'a dit Arnaud, de toute façon, les grandes entreprises qui sont soumises à la loi demandent déjà et transfèrent un peu cascade leurs responsabilités parce qu'elles doivent regarder les pratiques de leurs fournisseurs. Donc, demandent à leurs fournisseurs de mettre en place, de s'assurer des risques droits humains, environnement, santé, sécurité, et finalement de décliner un peu une démarche de vigilance à leur niveau. Alors, c'est plus ou moins bien fait, mais enfin, c'est plus ou moins harmonisé surtout parce qu'ils reçoivent des tas de questionnaires et ils signent des clauses, mais sans forcément regarder ou être en mesure de les appliquer. Moi, je considère clairement, en termes d'effectivité toujours, que dans 5 ans, une grande entreprise qui se contentera de dire bah, écoutez, c'est bon, j'ai mis une clause, c'est au fournisseur, c'est sa responsabilité, alors même que ce fournisseur a été identifié comme à risque, sans aucun accompagnement de la part de l'entreprise donneuse d'ordre, de la grosse entreprise, je pense qu'on pourrait considérer que c'est des démarches qui ne sont pas effectives et que ça appartient à la responsabilité de l'entreprise donneuse d'ordre. Mais c'est des questions un peu prospectives, mais on voit bien qu'il y a de plus en plus d'entreprises donneurs d'ordre qui s'engagent avec les fournisseurs, qui s'engagent dans des initiatives sectorielles, par exemple, avec leurs fournisseurs, pour aussi remonter plus loin que le rang 1 et d'aller agir vraiment sur une chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a des impacts indirects de la loi sur le devoir de vigilance, et c'est quand même le sens de l'histoire avec vigilance européenne ou pas, mais outre l'obligation juridique, il y a quand même des questions de marché. Il y a de plus en plus de critères RSE dans les marchés publics, par exemple. Donc, les entreprises ont tout intérêt, toutes, à s'engager, à initier une démarche dès maintenant. Victor veut compléter? Pardon, c'est bon? Non? Vous voulez ajouter autre chose? Je ne sais pas, il y avait une question sur les difficultés des filiales. Oui, allez-y, allez-y. Mais vous en avez, oui. Allez-y, allez-y. Allez-y, Charlotte. Je voudrais laisser quelques questions à Victor. Bon, en fait, en gros, sur les filiales, c'est surtout dans des pays où les législations nationales, la simple compliance aux législations nationales n'est pas en accord avec les standards internationaux de l'OIT, standards que les entreprises s'engagent à respecter. Donc, ce qu'il faut, c'est identifier, souvent c'est intégré dans le contrôle interne, il y a des questionnaires spécifiques droits humains qui sont par rapport aux standards de l'OIT ou autres, et comme ça, on voit les gaps analyses et les risques, et on peut mettre en place des plans d'action. Maintenant, ça prend beaucoup de temps. Et ce qu'a permis la loi, c'est d'identifier, parce que honnêtement, tout le monde considérait que c'était maîtrisé, qu'il n'y avait pas de souci, c'était chez nous et que tout allait bien. Mais le fait de vérifier et d'être en mesure de dire oui, c'est bon, et ben, ça a permis de relever les écarts et donc mettre en place des plans d'action correctifs.
Bravo. Merci Charlotte. Alors pour finir, parce que je vois que le temps tourne, il y a plusieurs questions qui concernaient la démarche RSE de Edenred, Victor. J'en ai sélectionné 2 qui me paraissaient particulièrement pertinentes au regard de votre activité. La première, c'est qu'en est-il de vos actions autour du numérique, étant donné le poids que vous devez avoir par rapport à ces activités. Et d'autre part, et pour faire écho à la remarque liminaire de Patrick sur la potentielle mise dans le collimateur des démarches de compensation dans la COP, à l'occasion de la COP 26, est-ce que Edenred s'est défini une stratégie de compensation et si oui, laquelle? Non, Edenred, ce n'est pas défini de démarche de compensation. En fait, sur ces 2 sujets, on a effectivement des actions numériques et climat. Donc, je vais prendre la partie climat en premier. Non, dans l'ordre, vu que vous avez commencé par le numérique. Sur le numérique, on a effectivement des sujets sur l'éco-conception de nos solutions. On a mené notamment des analyses comparatives de cycle de vie des solutions, les ACV, sur les impacts de nos solutions à la fois papier, digital et virtuel, pour vérifier quels sont les impacts comparés de chacune des solutions sur l'environnement et sur d'autres critères, et pour vérifier que sur chacun de ces segments, on fait le maximum en éco-conception. Donc, sur le papier, c'est assez simple, on n'est pas sur le numérique, donc je vais passer rapidement. Sur le digital, c'est-à-dire les cartes, on fait en sorte d'avoir des cartes éco-conçues, même si on sait très bien que le gain d'éco-conception est marginal, on ne va pas sauver la planète en faisant des cartes éco-conçues en recyclé PVC ou en PLA. On va améliorer un tout petit peu ce gain-là. Donc, on va aller sur ces cartes-là. On essaie de les recycler aussi en fin de vie. Et sur les solutions virtuelles, c'est le grand chantier d'Edenred aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que l'impact de nos solutions virtuelles soit le plus réduit possible. Et la littérature est assez faible sur le sujet. Donc, on mène une ACV aujourd'hui qui bénéficie d'un certain nombre d'études qui ont été faites au préalable, mais je pense qu'elle sera aussi intéressante pour le secteur, puisqu'on a des données comparatives de paiement qui seront inédites, à mon avis. Donc, ça, c'est un premier point sur l'éco-conception. Après, en termes de Green IT, on participe en France notamment à des initiatives type signature de la charte numérique responsable, à des études avec le Green IT WWF. On a aussi très concrètement des initiatives de reprise, de reconditionnement et de revalorisation de nos équipements informatiques, mais ça, c'est assez fréquent, mais il faut quand même le dire, puisque l'impact du numérique, c'est en grande partie le device, et il faut mener absolument ce type d'action très concrète et très impactante dans les entreprises qui en ont la possibilité. Et le numérique, ça va aussi sur l'accessibilité, et c'est un des points de notre pilier Progress, l'accessibilité à nos solutions. Et un exemple très concret, c'est qu'on propose aujourd'hui, pour les personnes en situation de handicap en France, un accès à nos services via une plateforme pour les sourds et malentendants. Donc, voilà, on essaye de faire en sorte que dans chacun des pays, que ce soit par les contraintes techniques, low-tech ou handicap des personnes utilisatrices, on puisse avoir accès aux solutions Edenred. Ça, c'est pour la partie numérique. Sur la partie climat, on a, comme je vous l'ai dit, des trajectoires définies sur les scopes 1 et 2, maintenant fixes et mobiles. On travaille actuellement sur notre scope 3, donc sur le screening de notre scope 3. Donc, quand je vous dis actuellement, c'est aussi un sujet dans lequel on est. On devrait avoir une vision assez claire de notre scope 3 d'ici la fin de l'année, en tout cas dans les semaines qui viennent. Et notre objectif, c'est d'embarquer l'entreprise sur des trajectoires de réduction de nos scopes 1 et 2 et 3 inclus, avec en ligne de mire une certification SBT sur le premier semestre 2022. Donc, c'est notre objectif très concret. Donc, et ça répond un peu à votre question de stratégie de compensation. On part du principe chez Edenred qu'on doit travailler sur la réduction et travailler sur la compensation à la marge. Donc, je ne vous dis pas qu'on ne fait pas de compensation. Dans certaines géographies, sur certaines solutions, on a des offres qui permettent, mais je vois ça comme des solutions business, d'apporter un mécanisme de compensation sur certains types de solutions, notamment sur la mobilité professionnelle. Mais ce n'est pas le cœur de la stratégie climat d'Edenred. Et c'est une volonté très forte de notre part d'en faire une solution adjacente et plus proche du business que de la stratégie de durabilité. Merci Victor. Très bien. Arnaud, tu es d'accord? On va vers la conclusion parce Absolument. Voilà, les questions sont tarées. Donc, et merci à Bettina et Charlotte d'avoir répondu à certaines d'entre elles directement sur le fil de discussion. Oui, vous avez été très complètes, mesdames, bravo. Victor, c'est je dirais, un beau témoignage d'engagement très organisé. Je voudrais terminer sur un message
peut-être qu'on le partage ensemble, Charlotte, c'est que moi, je note qu'une entreprise française leader sur les droits humains qui a été Carrefour pendant des années a travaillé avec les FIDH pour bâtir ceci. Et on gagne beaucoup à dialoguer avec les ONG qui sont au cœur de ceci pour partager la culture de compréhension de ces sujets, pour rentrer dans des enjeux nouveaux qu'on ne voit pas bien forcément arriver, qui sont complexes. Et pour avoir une vue un peu plus sincère du sujet. Donc, surtout, aller au contact des ONG sur ces questions. Il ne s'agit pas de les craindre, mais comprenez bien aussi ce qui est attendu. Hein. Voilà, je pense que c'est aussi par ce type de dialogue avec les acteurs où là, on a des convergences d'intérêts qu'il faut améliorer la culture et la compétence, puisque notre sujet, c'est d'augmenter la compétence des acteurs. Merci mille fois. Le 26 novembre est la date de notre prochain rendez-vous. Vous recevrez tous les éléments pour ceux que ça intéresse. Et on teste un peu, vous pouvez répondre à nos équipes, on teste un peu cette formule qui a allongé le point de vue des experts et qui se poursuit jusqu'à 12h30 pour essayer d'être plus libre dans la discussion. Mais le schéma est perfectible et nous comptons bien beaucoup sur vos propositions pour nous aider. Bettina, Charlotte, Victor, merci mille fois. Vous aussi participants. Arnaud, merci. Et l'équipe Antoine d'avoir pu faire que ça se déroule de différents endroits dans le monde là, de manière très efficace. On est ravis. À très bientôt et bonne fin de semaine. Merci, au revoir. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au Merci. revoir.